d'abord, avant de commencer, on remercie le président et tout le comité d'organisation de l'Académie algérienne d'allergologie. On peut dire déjà, même s'il reste encore une petite journée, c'est un succès total. Donc, par rapport à l'année dernière, on a plus de monde, plus de communication, donc c'est quelque chose qui nous réconforte et on souhaite beaucoup de réussite à cette nouvelle société savante. Donc, je vais présider la séance avec le professeur Ider. Il n'y a pas le professeur Yahi, je pense, n'est pas encore arrivé, et Tebaïbia. Mais on va quand même commencer. Il est 9 heures. Alors, sans plus tarder, on va donner la parole à notre ami Omar Zmirli, que vous connaissez tous, donc chef de service ORL de Beni Messous. Il va nous parler des affections allergiques en ORL. À vous la parole, Omar, et vous avez 20 minutes, pas plus. Merci, Monsieur le Président et Madame la Présidente. C'est toujours un honneur et une fierté de participer à des journées, surtout sur l'allergologie qui réunit, qui assemble plusieurs spécialités. J'ai appris qu'il y a 17 spécialités. Donc, il me fallait que je félicite toute l'équipe, tout le staff de cette académie. L'académie, c'est la deuxième rencontre. Cette académie a été créée il y a à peine 2 ans de cela. Et pour un coup d'essai, ce congrès est un coup de maître. Donc, je me devais de féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués à l'organisation et surtout donc au programme scientifique de cette académie. J'ai essayé, tant bien que mal, de parler des affections allergiques en ORL. Quand mon ami Gharnaout m'a demandé de faire quelque chose, c'est la séance des ORL, et nous sommes 3 ORL donc à parler un peu de l'allergie. Je vais parler de l'allergie beaucoup plus de l'ORL et des conséquences de l'allergie au niveau de notre spécialité. Alors, tout un chacun sait effectivement ce que c'est que l'allergie maintenant, mais quand on fait une communication, on se doit toujours d'être plus ou moins complet. Donc, c'est une inflammation géodépendante qui répond à une exposition à différents allergènes. Elle est d'hypersensibilité de type 1. Je n'ai rien à apprendre aux allergologues, comme bien même l'allergologie n'est pas encore une spécialité dans notre pays. Les affections ORL concernent tous les organes. Voilà ce que je voulais surtout souligner dans cette diapo, c'est que ça concerne tous les organes de la spécialité. Et bien sûr, la rhinite allergique est de loin la plus fréquente. Chez nous, on a appris depuis longtemps que l'allergie fait le lit des infections en ORL. Alors, la fréquence, je pense que les anciens, tout le temps, chacun le sait, de par le monde, elle occupe la 4e pratiquement place des maladies chroniques de par le monde. C'est des statistiques, effectivement, quelles que soient les statistiques, on ne peut pas donner d'une façon précise. Tout un chacun sait que tous les 10 ans, une décennie, on est loin des chiffres déjà sur la rhinite allergique, où on était à 10%, 50 ans après, je pense qu'elle atteint les 40%. Comme je l'ai déjà dit, c'est un facteur étiologique à l'origine de nombreuses affections des voies aériennes supérieures, sans oublier que les voies aériennes qui vont donc du nez jusqu'au niveau des bronchioles, c'est pratiquement, du point de vue physiologique et histologique, c'est le même arbre. Comme j'ai dit un jour, c'est le Nil qui traverse plusieurs pays. Et quelle que soit l'affection en haut, elle peut aboutir à une affection en bas. Voilà, effectivement, ça définit tout, la prise en charge qui est multidisciplinaire et multifactorielle. Alors, physiopathologie, c'est un que tout le monde le sait, soit l'inhalation, soit l'ingestion, soit l'injection, injection, soit le contact avec la peau dans l'inhalation. C'est tous les pneumos qui sont ici sont en force, donc la pneumo, de la pneumo-allergo. C'est pour ça que le professeur Gharnaout est à la tête de l'Académie d'allergologie, vu qu'on n'a pas encore d'allergologue dans notre pays, mais chaque spécialité peut faire l'allergologie. Et les responsables qui sont ici, des hôpitaux universitaires, je pense qu'il est grand temps de faire de l'allergie une spécialité d'allergologie, de l'allergologie
au même titre que les autres spécialités, comme ce qui existe dans pas mal de pays. Donc il y a le pollen, la poussière, la moisissure, le squame d'animaux, et j'en passe, ingestion, les médicaments. Les responsables des laboratoires sont ici. Les médicaments peuvent apporter un bénéfice positif, notre ami de GSK, et peuvent apporter aussi des risques. On a connu des médicaments qui entraînent effectivement, loin d'entraîner la santé, elles peuvent entraîner des complications. Alors, ingestion de médicaments, et puis les fruits, les noix, fruits de mer. L'injection, tout un chacun sait. Le malade qui fait une injection, avant de quitter l'hôpital, il meurt. La réaction, effectivement, due à une injection, il ne faut pas aussi l'occulter. Les piqûres d'abeilles, pour ceux actuellement, c'est j'allais dire, le miel chez nous. Depuis quelque temps, je pense que nos agriculteurs exploitent cette, j'allais dire, cultivent le miel et les abeilles afin d'avoir ce miel, mais il peut y avoir également des réactions parfois brutales concernant les injections des piqûres d'abeilles. Et entre autres, maintenant, aussi, les dermatologues sont concernés, contact avec la peau, et comme je l'ai cité, les plantes toxiques, squames, d'animaux, etc. Alors, cette image, chaque fois que je fais un cours sur la rhinite allergique, il revient. Ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans les détails, nous ne sommes pas des allergologues, il y a les deux faces. La face latente, silencieuse, on n'entend pas parler. C'est le contact de l'allergène avec la muqueuse nasale, qui met un certain temps. Et ça va aboutir, donc, cette image, l'image où, ici, les anticorps sont pratiquement sur les macrophages. OK, cette phase est silencieuse, elle est latente, silencieuse. On n'entend pas. Et puis, hop, le deuxième contact de l'allergène. Et puis voilà, c'est explosif, quelqu'un a utilisé le mot explosif. Et puis, la phase précoce, stimulation des basophiles, dégranulation des histamines, libération des médiateurs, libération des cytokines. Et la phase tardive, stimulation des macrophages. Je pense que les allergologues, les pneumoallergos et les ORL connaissent si vous voulez, ce phénomène, cette physiopathologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire également la médecine n'est pas mathématique, mais ceci dit, il faut qu'on ait des notions. Il faut également qu'on se base. Le plus difficile en médecine, c'est à partir des données qui ne sont pas mathématiques, arriver à un diagnostic précis. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut tenir compte de l'hérédité. L'hérédité, depuis quelque temps, est de plus en plus impliquée. Et les métabolismes aussi. L'équilibre neurovégétatif, on l'oublie souvent. L'être humain n'est pas seulement d'os et il y a aussi ce système neurovégétatif qui est impliqué dans pas mal d'affections. Le fonctionnement endocrinien, il faut toujours jeter un coup d'œil effectivement à la thyroïde. La thyroïde, on l'oublie souvent dans toutes les pathologies, on oublie que la thyroïde, un dysfonctionnement de la thyroïde peut entraîner aussi un déséquilibre. Le psychisme, côté psychosomatique, l'être humain n'est pas seulement physique. Et le milieu social et climatique. Alors, du point de vue anatomopathologique, la macroscopie, c'est ce qu'on a appris. C'est quoi? C'est l'hypertrophie des muqueuses. Hypertrophie des muqueuses, donc je ne sais pas si le pointeur. Je vais utiliser, on m'a dit qu'il n'y a pas de pointeur. On peut avancer, en reculer. Je ne sais pas s'il fonctionne. Ah. Non, mais ça ne fonctionne pas ici. Bien, Oui, mon ami Djidjik. Donc, vous avez dans cette image, rapidement, donc, à nos amis pneumos ou à nos amis également qui examinent un nez, il y a au niveau du nez 3 cornets, inférieur, moyen et supérieur. Il faut toujours voir ce cornet. Ce n'est pas une tumeur. C'est les 3 cornets qui jouent un rôle important dans la physiologie, dans la respiration nasale. Nous respirons par le nez. Parce que ces cornets, il y a un système vasculaire qui est un corps érectile, qui se gonfle, qui se dégonfle, et qui est le climatiseur, pour simplifier, de l'air que nous inspirons. La respiration doit être nasale, elle humidifie, réchauffe. C'est ce système qui le fait. Une hypersécrétion spumeuse, blanchâtre, transparente, une transformation polypoïde de la muqueuse, et on va parler tout à l'heure un peu de ces polypes, la polypose naso-sinusienne.
Alors, du point de vue anatomopathologique, on en parle un peu, nous sommes médecins, donc n'oublions pas nos amis anapathes. Je pense qu'effectivement, même dans l'académie, il doit y avoir également des anapathes. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une hyperplasie de l'épithélium, même si on est clinicien, ayant des notions d'anapathe, un œdème du chorion, transformation fibreuse progressive des lésions. Donc, l'anapathe font partie intégrante, effectivement, de la médecine, et nos cliniciens, on doit quand même se pencher un peu, voir ce que font les anapathes et qu'est-ce que disent les anapathes. Du point de vue cytochimie, ça commence à être un peu spécialisé, liquéfaction de la substance fondamentale conjonctive, une augmentation de la perméabilité capillaire, une hyperéosinophilie. Vous allez avoir des rhinites à éosinophiles. Et une modification du pouvoir de contraction du muscle lisse au niveau donc de cet arbre aérien. Alors du point de vue clinique, qu'est-ce qu'on peut dire de la clinique? Si la clinique, donc, elle est patente au niveau de la rhinite allergique, ailleurs, c'est beaucoup plus... elle est beaucoup moins patente. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher? Bien sûr, tout un chacun le sait, antécédents personnels, familiaux, d'allergie, eczéma, urticaire ou asthme. Donc nous, ORL, connaissant notre symptomatologie, il faut qu'on sache chercher une autre localisation de cette allergie, à savoir l'eczéma, l'urticaire et l'asthme. Pour les pneumos, oui, nous savons mettre un stéthoscope sur le thorax d'un malade et l'envoyer chez le pneumo et ne pas le prendre en charge et le traiter comme un malade présentant un asthme. Nous ne traitons pas l'asthme. Et les pneumos, j'espère qu'ils ne traitent pas la rhinite allergique, si ce n'est en collaboration avec les ORL. Oui, le Hajj. Donc, les circonstances de survenue, l'interrogatoire, on dit policier, mais je pense qu'il faut apprendre aux policiers à dire un interrogatoire médical. On a toujours dit qu'il faut faire un interrogatoire policier. Je pense qu'il faut changer un peu la donne. Il faut dire aux policiers que vous devez faire avec les gens un interrogatoire médical, n'est-ce pas, Ali? Donc, exposition, le mode brutal ou progressif, le mode évolutif, parce qu'il y a, comme vous l'avez si bien dit, effectivement des allergies qui s'installent, mais d'autres qui sont explosives et qui sont jusqu'à être effectivement fatales pour le malade. L'environnement climatique et urbain, nous sommes à l'ère de l'environnement. Et vous savez ce qui se passe actuellement, le pays qui ne veut pas signer la charte où il y a le plus d'incendies. L'environnement compte énormément par les temps qui courent. Et oui, je pense que nous sommes médecins, nous devons nous impliquer de parlement ce qui se passe concernant tout ce qui est les gaz carboniques et les gaz à effet de serre. L'environnement de la vie, des logements. Quand on fait un logement, on doit faire appel effectivement à des gens qui vous disent voilà comment doit se concevoir un logement. Et puis autre chose, urbain, sec, humide, l'environnement de vie, du logement, du travail, les draps, les moquettes et les rideaux ont fait une personnalité fragile sur le plan psychologique, un stress ou un surmenage, peut-être effectivement un facteur, une épine héritative à une allergie. Alors, c'est des choses qui sont à nous, alors nous les ORL. Voilà, vous avez un nasofibroscope en haut, vous l'utilisez les mêmes. Vous avez également là-bas un optique. Et voilà ce qu'on utilise pour poser le diagnostic chez nous d'une infection allergique et plus particulièrement, plus précisément, une infection nasale qui est la rhinite allergique. Donc il est souvent pauvre. Par contre, donc, indépendamment de la rhinite allergique, il est souvent pauvre. Et donc la muqueuse, les fosses nasales, muqueuse peut être pâle, violacée, lilas, décolorée ou délavée, ou peut être d'examen tout à fait banal. Cavité buccale, il faut voir la muqueuse gingivale, la muqueuse linguale, le larynx, effectivement, c'est l'organe un peu le plus sensible. Un œdème du larynx est une urgence chirurgicale. Congestion de la muqueuse, voire un œdème laryngé, tout un chacun se rappelle dans la sémiologie, les anciens surtout qui sont là. Je vois deux anciens, c'est Ahmed Dahna Touji, Mahbab Bekassi Ahmed. Donc on est un peu, eux en tant que réanimateurs, Ratrami également, les internistes sont là. Donc la congestion muqueuse et œdème, surtout l'œdème de Quincke, qui peut être fatal pour le malade. On fait l'otoscopie. Les pédiatres se doivent également de voir les tympans, où il y a le plus souvent une congestion du méa et du conduit auditif, et surtout la macération au niveau du conduit auditif externe.
Les examens paracliniques, je vais rapidement citer, ça c'est là également, la NFS, c'est pas FNS, NFS, numération formule sanguine, on dit toujours FNS, mais c'est NFS dans la langue de Molière. La Fadiatope, les tests cutanés, le dosage des gigeurs spécifiques, l'analyse des sécrétions effrotties, le test de provocation, la TDM et l'IRM, à quel moment il faut la demander. Chaque fois qu'on suspecte qu'il y ait une complication, c'est ce que va présenter le professeur Sahab. Il faut éventuellement envisager, mais on n'a pas besoin de demander un scan. Une radio, c'est fini, un aimanton plaque, le Blondeau, le radiologue Blondeau, non, on ne le demande plus. Et s'il faut demander, je pense, s'il y a lieu de demander, s'il y a une affection, une comorbidité, s'il y a une complication, demandant une TDM et éventuellement une IRM quand il y a une affection qui est associée, entre autres la polypose, afin de poser un diagnostic et différentiel. Les allergies, donc, toujours en ORL. Ici, c'est une question de nosologie. Est-ce qu'on va dire rhinite ou rhinosinusite allergique? C'est un débat. Mais ceci dit, il y a je vais, la deuxième diapo, vous dire qui c'est qui parle de rhinite et qui parle de rhinosinusite. Donc, on va parler donc de rhinite ou rhinosinusite allergique, des stomatites allergiques, les pharyngolaryngites allergiques, les dermatites allergiques. La rhinite allergique est la plus fréquente. Je ne vais pas empiéter sur la prochaine communication qui sera faite par le Dr Sahab ou le professeur Ouheb, qui est ici, qui est un des membres actifs de cette académie. C'est le représentant des ORL au sein de cette académie. On a préféré mettre quelqu'un de dynamique, de jeune, d'intelligent et qui va booster un peu aussi bien l'académie que la SAONOR, je suis le président de la SAONOR, c'est le secrétaire général de SAONOR. Problème de santé publique. Dans les pays développés, encore une fois, nous pouvons donner que des chiffres approximatifs de 10 à 30%. Enfin, en Algérie, on dit 25%. J'espère effectivement que les chiffres que je donne, ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Alors, la rhinite allergique, alors ça, on va le dire et laisser le soin à ceux qui vont développer. C'est l'association concomitante de quoi? Alors, 3 paramètres. Expression clinique d'une rhinite. Un constat immunoallergologique inflammatoire et géodépendante que l'on peut rattacher à une exposition allergénique. Et enfin, et trois fois enfin, éliminer tout ce qui est autre pathologie, et je vais le dire, le cancer du CNT, le cancer du cavum. Ça, je dois le dire, quels que soient les pneumos ou les ORL, c'est fini, on n'examine pas seulement les fosses nasales, un examen complet surtout du cavum. Le cavum, c'est l'arrière-nez, c'est la partie haute du pharynx. Alors, cette nosologie, je voulais effectivement vous montrer cette diapo parce que voilà ce que l'EPSO de 2012 dit que pour nous, les ORS, c'est une rhinosinusite, c'est une unité. C'est une unité, nez, sinus. Donc nous, c'est une rhinosinusite. Et pour les autres, les allergologues, les immunologues, les cliniciens, autres qu'ORL, nous sommes aussi cliniciens, c'est une rhinite. Voilà, et puis les débats, je pense qu'on peut éventuellement entamer les débats. Voilà ce que nos confrères, collègues français, et l'ARIA de Bousquet, ont donné comme définition, comme nosologie entre la rhinite pour plusieurs spécialités et rhinosinusite pour nous-mêmes. La classification et la durée, je vais quand même dire un mot. C'est dans cet amphi que je pense qu'un laboratoire a fait un symposium sur le lancement d'un médicament et ils ont amené Bousquet. Et Bousquet, moi, ORL, qui ai fait pas mal de conférences sur la rhinite allergique, je m'en suis rendu compte que quand on posait les questions ou des consultations aux mamans, moins de 4 jours par semaine, moins de 4 semaines par mois, plus de 4 jours par semaine, il faut une calculatrice pour qu'éventuellement la pauvre maman se retrouve. Alors, j'avais dit au collègue Bousquet, qui est un éminent chercheur, Monsieur Bousquet, pourquoi ne pas simplifier? Alors, je ne sais pas s'il m'a écouté, mais ceci dit, non. Honnêteté intellectuelle oblige, ils l'ont fait avant, mais je ne sais pas, je pense qu'au tenter. Voilà. Rhinite allergique, rhinosinusite allergique pour nous, intermittente.
Voilà ce qu'ils ont dit, ils l'ont simplifié. Moins de 4 semaines consécutives par mois. Nahou les 4 jours, nahou les calculatrices, plus de 3 jours, 4 jours, 4 jours et demi, non. Donc voilà ce qu'ils ont retenu, sinon elle est dite persistante. Je pense qu'elle est simplifiée, je pense que c'est plus facile aussi bien pour nous de nous rappeler de ça que la maman pour se rappeler, ou le malade pour se rappeler qu'il a fait moins de 4 semaines consécutives par mois. Et la deuxième classification, comme j'ai dit à M. Bousquet, c'est pas ma langue, ce que je suis en train de parler, c'est le français avec mon accent algérien. J'ai dit, M. Bousquet, la langue française est aussi pauvre, modérée d'un côté, non, légère d'un côté, et modérée sévère de l'autre. Je lui ai dit, quand même, modérée, vous la mettez avec la sévère. Donc voilà, ils ont enlevé modérée, ils ont laissé, elle est sévère, elle retentit, mais j'ai fait une faute. Sur la qualité de vie du patient, sinon elle est dite légère. Elle est sévère ou elle est dite légère. Le mot modéré, ils l'ont enlevé. Donc ils ont enlevé les 4 jours, moins de 4 jours, là, plus de 4 jours par semaine, plus de 4 semaines, etc. Ils ont laissé moins de 4 semaines. Ils ont laissé légère et sévère. Voilà ce que je voulais vous montrer par cette diapositive. Alors, symptomatologie, tout le monde la connaît. Je vais survoler ça, sinon... Comme même il a plus d'un arc, d'une flèche dans son arc, le professeur Waheb, je vais quand même rapidement dire la rhinorrhée variable, éternuement, au pluriel, prurite nasale, allez, restons singulier, rhinorrhée variable, éternuement, prurite, obstruction nasale, douleur, dans la douleur, l'algie, la céphalée. Et enfin, les signes associés des autres affections, c'est la conjonctivite, c'est la toux allergique. Alors, je vais un peu... Donc, endoscopie, je vous l'ai déjà montré cette image. Je ne vais pas... Alors, les allergènes, rapidement également, tout le monde le sait. Les acariens, et je pense que c'est une étude qui a été faite par notre ami Gharnaout à l'époque. Les acariens occupent 87% des allergènes en Algérie. Et je cite les fanères, les blattes, les allergènes professionnels, farine, poussière, bois, latex, les allergènes saisonniers, les arbres, pollinisation, les graminées et les herbacées. Alors, intermittente la plus souvent due au pollen, ça également apériodique, tout ça c'est les définitions, les nosologies. Alors, enfin, le traitement, tout un chacun le sait, le premier traitement, c'est l'éviction. L'éviction, éviction, éviction. Et puis, tout le monde connaît les antihistaminiques, les corticoïdes locaux, la désensibilisation, enfin. Alors, les stomatites, rapidement, c'est une réaction. Vous m'accordez 5 minutes, je suis à 20 minutes, 5 minutes et je termine. Donc, ce sont des allergies de contact. Se manifeste par des picotements, un érythème. Voilà les 2 images, donc relevées par des empreintes des dents sur la langue ou la face interne des joues. Intense avec macrocie et macrochyélie. Enfin apparaissent des vésicules et des bulles évoluant vers des ulcérations. Rappelez-vous, retenez qu'on peut avoir une allergie, stomatite allergique. Stomatite allergique également. Alors, notion bien sûr de contact. Les allergènes en cause, vous les avez ici, on a cité les rouges à lèvres, les dentifrices, le chewing-gum, les pastilles, surtout avec, actuellement, tant mieux, on a baissé, diminué, supprimé les importations, on amène de tous les pays. Voilà ce que ça peut donner, effectivement, les malfaçons. Les malfaçons peuvent donner ça. Prise en charge, l'éviction, antiseptique, ça ne prend pas Y, ça prend un I, et puis les laryngites aiguës, un mot sur les laryngites aiguës. Se traduit par des signes d'irritation laryngée, la dysphonie. Donc, prurite laryngée et tout sèche. Alors, prurite, tout sèche, dysphonie, ça peut être une allergie, une laryngite allergique. Ces signes sont souvent associés à une symptomatologie allergique et toujours, effectivement, cette laryngite est associée d'une façon à la rhinite et la conjonctivite. Alors, c'est surtout dans sa forme grave. La forme grave, elle entraîne une dyspnée laryngée avec œdème laryngé, brutal. Et vous avez la glotte, même si on voit mal là-bas, la glotte qui est complètement fermée. Ce qui est au milieu, vous voyez un petit trait de haut en bas, c'est la glotte qui est complètement, c'est l'œdème de Quincke. Laryngite allergique, qu'est-ce qu'on peut être secondaire à une prise médicamenteuse, à une anesthésie, nos amis anesthésistes, les gants, le latex et tout ce qui s'ensuit, une piqûre d'hyménoptère, peut-être un secondaire l'injection d'aliments à risque allergène. Cacahuètes, fruits, coques, etc. Éviction, corticoïdes, oxygénothérapie, adrénaline, intubation et trachéotomie. Alors, les dermatites, ça également, nos amis dermatologues peuvent en parler, mais on a aussi des dermatites au niveau du conduit auditif, donc caractérisé aussi par un prurite, une desquamation de la peau du conduit auditif externe et du nerf auditif. Provoqué par une exposition aussi des dermatites de contact, les boucles d'oreilles,
qui contiennent du nickel, des nombres de produits également de beauté. Spontané, l'eczéma de l'oreille externe, souvent associé à d'autres dermatoses atopiques. La polypose nasosinusienne, un mot, la polypose. La polypose que j'ai dit ici, c'est une GDNR. Elle peut être associée à une rhinosinusite, allergique. Et c'est le syndrome de Vidal qui constitue, où il y a une association de polypose, d'asthme et d'intolérance aux AINES et à aspirine, traitement médico-chirurgical. La surdité brutale, un mot rapidement, on peut effectivement, la surdité, elle est rare, mais elle survient dans un contexte global, évocateur, une réaction allergique généralisée au cours d'une injection d'un sérum, d'un vaccin ou d'une piqûre d'insecte après exposition des substances allergisantes. Elle serait consécutive, maintenant, pourquoi cette allergie, à un trouble de la microcirculation de l'oreille interne engendrant un œdème. La conclusion, elle est simple. Qu'est-ce qu'on peut dire tous ensemble? Si les allergies ont une origine génétique, rien ne semble arrêter ce mal du siècle, aggravé notamment par nos modes de vie. Les modes de vie. Les États-Unis, la première puissance qui n'accepte pas effectivement de signer un traité pour lutter contre cet environnement ou l'émission de gaz carbonique. L'environnement extérieur ou intérieur, les paramètres épigénétiques ou encore la dimension psychosomatique ont un impact sur le développement de l'allergie. Et je vous remercie. Merci, professeur Zmirli. C'est mon équipe. L'équipe et les amis d'équipe. Merci, professeur Zmirli Omar, Merci, pour cette communication.